distinguer deux visions de la nature humaine. Une vision qu'on pourrait appeler candide, qui est la vision rousseauiste, selon laquelle l'homme naturellement est bon et c'est la société qui le corrompt. Et la vision selon laquelle l'homme n'est pas mauvais, mais il a en lui une part d'ombre et une part d'ange et il a ses démons intérieurs et il les combat. Et les woke semblent adhérer à la vision candide parce qu'ils pensent que le mal est socialement construit. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. À l'heure où les ondes sont saturées de débats et de discussions sur la culture, l'identité, la justice sociale, l'impact du mouvement identitaire, identitariste, comment pourrait-on l'appeler, qu'on appelle souvent sur le nom commode de wokisme, cet impact donc dans l'audiovisuel devient incontournable et on accueille aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Samuel Fitoussi. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors Samuel, comme nous le savons depuis Corneille, la valeur n'attend pas le nombre des années, donc tu l'as déjà prouvé. HEC, diplômé de Cambridge en économie, chroniqueur au Figaro, essayiste. Tu nous viens aujourd'hui avec un livre qui sort ces jours-ci, qui s'appelle Woke Fiction et qui pose des questions cruciales. Comment le wokisme est en train de redéfinir les narrations, les représentations à l'écran, en quoi ces changements influencent les productions, la diffusion, la réception des œuvres audiovisuelles. À travers lui, évidemment, c'est la question de ce mouvement des identités, de son impact sur la société qui se pose. Un livre où tu vas vraiment en profondeur. Alors, peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut essayer de définir cette notion qui est parfois niée dans son existence même, surtout par les gens qui en sont partis en fait, qui en font partie, cette notion qu'on appelle d'une façon commode de wokisme. Moi, le wokisme, je le définis assez simplement. C'est simplement l'idée, la croyance selon laquelle le racisme, la misogynie, la transphobie et l'homophobie sont omniprésents en Occident et constituent un des faits sociaux majeurs de notre époque. Donc, selon moi, on peut dire que certains vont adhérer à cette croyance et ceux-là, on peut les qualifier de woke. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que beaucoup de gens disent que le wokisme n'existe pas, que c'est une invention des conservateurs, mais ces mêmes gens diront que l'intersectionnalité, ça existe, diront que le continuum de violence faite aux femmes, ça existe, diront que les réunions en non-mixité raciale, ça existe, diront que les concepts de racisme systémique ou de suprématie blanche, ça existe. Donc tous ces concepts, ces notions, ces concepts et ces croyances, on peut par commodité les classer sous le terme wokisme pour en discuter, de la même manière que certains parlent d'extrême droite pour définir un ensemble de croyances classées sur l'échiquier politique à l'extrême droite. C'est un concept pertinent. La thèse que tu défends, c'est que ce mouvement wokisme, il est visible particulièrement dans les productions audiovisuelles, pour dire de façon générale, les films, les séries qui sont soumises aujourd'hui. Et c'est ça ce que tu veux étayer dans ton livre. Oui, je pense que le wokisme impacte les films et les séries de deux façons principales. La première, c'est celle qu'on voit le plus, c'est c'est les discours militants explicites, la représentation de l'Occident comme un enfer patriarcal et misogyne, c'est la surreprésentation de certains groupes identitaires, parfois de façon non naturelle. Et donc toutes ces choses-là, évidemment, on les voit. Et donc, selon moi, c'est pas le plus pernicieux et le plus grave. Pour moi, le plus grave, c'est les manifestations invisibles du wokisme. C'est-à-dire que parfois, on voit des films et des séries qu'on croit apolitiques, mais en fait, elles sont déjà aux normes woke et ce qu'on ne sait pas, c'est que si elles avaient été produites il y a 10 ans, elles auraient eu plus de saveur. Par exemple, on parle beaucoup pour les romans de lecteurs en sensibilité. Vous savez, pour les romans pour enfants, maintenant, souvent, il y a des consultants qui relisent les romans avant qu'ils soient publiés pour corriger tout ce qui pourrait constituer un faux pas idéologique, tout ce qui pourrait indirectement inciter au mauvais comportement. Mais à Hollywood, il y a exactement la même chose pour les films. Tous les grands studios de production, c'est le New York Times qui le dit, ont recours à des cabinets de conseil dits de conseil en diversité et inclusion qui relisent les scénarios, les retouchent, font attention à ce qu'un groupe identitaire supposé opprimé soit pas présenté négativement, à ce que les femmes agissent de manière indépendante et pas trop avec l'aide c'est des exemples comme ça au hasard, pas trop avec l'aide des hommes, sinon ce serait une négation de leur indépendance. Pareil pour pour d'autres groupes identitaires. Font attention à ne pas représenter des rapports de séduction amoureux qui pourraient indirectement
être assimilable à une glorification de la culture du viol, par exemple des rapports amoureux où l'homme fait le premier pas, la femme lui résiste, puis finalement la femme succombe assez d'avance. Donc voilà, tout un ensemble de schémas narratifs, de types de personnages qu'il faut éviter et que la plupart, j'essaie de le prouver dans mon livre, en tout cas des grosses productions, un peu moins en France mais il y a quand même ça, adhèrent à ces injonctions et ce qu'on voit à l'écran est déjà aux normes idéologiques. Oui, c'est une sorte de wokisme systémique finalement qui est d'autant plus pernicieux qu'il n'est pas forcément visible. Alors ça nous amène peut-être à la première question qu'on peut se poser autour de ce mouvement. Ce que tu montres, c'est qu'il y a un primat en fait de la morale sur le contenu, ou que ce qui est d'abord recherché, c'est une conformité aux structures qui sont recherchées, au détriment, parce que tu parlais de perte de saveur, au détriment finalement peut-être de la qualité de l'histoire, de l'intérêt, voire de sa véracité. Ça pose une question vertigineuse en matière d'art. C'est qu'est-ce qui doit être poursuivi? Est-ce que c'est finalement intéresser, quitte à divertir, aussi alerter parfois, montrer le réel, ou est-ce que c'est montrer le devoir-être ou une forme de conformité? Exactement. Et ça amène plusieurs questions. Même en admettant que le devoir de la fiction, c'est de montrer le devoir-être, quel devoir-être? Parce que par exemple, Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, récemment a dit on ne présente pas la France telle qu'elle est dans nos fictions, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Déjà, cette vision est critiquable. Et qui le ont d'ailleurs? Voilà, qui est le on, qui décide quelle est la vision idéale de la France. Par exemple, un sujet important dans le wokisme, c'est le concept des stéréotypes de genre. L'idée que les asymétries hommes-femmes dans nos sociétés seraient construites socialement, l'idée qu'il n'y aurait pas de différence psychologique moyenne innée entre les hommes et les femmes, ce qui est plutôt faux, ce qui est plutôt nié par la science. Donc, par exemple, les woke, le devoir-être, comme vous dites, des sociétés occidentales pour les woke, c'est un monde où il y a parité parfaite entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Et c'est ce monde qu'ils portent à l'écran. Mais c'est pas sûr qu'il faille pousser à ce modèle parce que ce serait, in fine, inciter les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas au fond d'eux faire. Donc voilà, donc même si on adhère au devoir-être, la question c'est le projet de société des woke est-il le bon? Et effectivement, moi personnellement je pense que c'est pas le rôle de la fiction. Le rôle de la fiction c'est de divertir, et ça passe par montrer la réalité souvent telle qu'elle est, par montrer l'humain dans tout ce qu'il a d'imparfait, ce qui permet d'ailleurs une forme de catharsis en nous permettant de rire de nos vices, de notre imperfection morale. Le meilleur exemple de ça c'est les sitcoms. Je ne sais pas si vous regardez Friends et Seinfeld par exemple, ce genre de sitcoms c'est les meilleurs exemples. Les personnages sont souvent lâches, égoïstes, sont animés par des dessins hypocrites, et c'est ça qui nous fait rire. Et c'est un non-sens de penser que quand on regarde Friends, on glorifie ses vices. On les regarde, on rit parce qu'on se reconnaît, on s'identifie, mais on est en train de regarder les penchants négatifs contre lesquels on se bat sans pour autant les glorifier. Donc voilà, en montrant le monde tel qu'il est, dans toute son imperfection, et l'humain dans toute son imperfection, on n'est pas en train de porter à l'écran des modèles. C'est un peu cette confusion que font les woke, selon moi. On a l'impression qu'autrefois on avait compris que montrer c'était dénoncer. On peut penser évidemment à Molière. Tu montres un avare, un misanthrope, un dévot, alors qu'aujourd'hui on a l'impression que montrer c'est uniquement cautionner. C'est une forme de puritanisme qui ne veut plus voir l'équivalent du mal, parce que ne plus le montrer serait une façon de le bannir. Et derrière, il y a cette idée de rééducation, que tu montres très bien dans ton livre. En fait, il ne s'agit même plus de croire que pour que les gens soient justes, il faut les contraindre par des règles qui les empêchent de mal agir, mais il faut faire mieux que ça. Plus profondément, il faut les rééduquer. Et une partie de cette rééducation, c'est de gommer ce qui peut être mal pour que ça n'arrive plus jamais sous leurs yeux, en fait, et donc qu'il n'ait plus d'idée du mal. C'est un peu l'idée qui est Dans mon livre, je parle notamment d'un intellectuel qui s'appelle Thomas Sowell, qui a distingué deux visions de la nature humaine. Une vision qu'on pourrait appeler candide, qui est la vision rousseauiste, selon laquelle l'homme naturellement est bon et c'est la société qui le corrompt. Et la vision selon laquelle l'homme n'est pas mauvais, mais il a en lui une part d'ombre et une part d'ange, et il a ses démons intérieurs et il les combat. Et les woke semblent adhérer à la vision candide parce qu'ils pensent que le mal est socialement construit, que le viol est construit culturellement,
alors que le viol malheureusement se retrouve chez tous les animaux. Ce qui n'est pas dire ça, c'est pas le cautionner, au contraire, c'est penser que c'est quand les woke disent que le viol est culturellement construit, ils déresponsabilisent le violeur et ils accusent la société. Donc en fait, quand on adhère à la vision candide, on peut penser qu'on peut combattre le mal en combattant la société. Donc ce que je dis dans le livre, c'est par exemple les harceleurs de rue ne sont pas les responsables du harcèlement de rue, mais les victimes de nos stéréotypes de genre qui ensuite les poussent à harceler. Donc il est d'autant plus important de changer pour les woke nos représentations collectives qu'on peut combattre la criminalité en combattant la société, en modifiant notre environnement, en remodelant nos imaginaires. Et c'est un peu le projet. Il pense que si et pour revenir sur le début de votre question ou sur la confusion par exemple entre ce qui est montré et ce qui est glorifié, un bon exemple qui est tellement évident que tout le monde, même les woke, je pense, serait d'accord, c'est OSS 117. OSS 117, les deux premiers, Jean Dujardin est misogyne et un peu idiot. Quand il fait des blagues en disant quand il fait c'est pas des blagues d'ailleurs, il le pense vraiment, mais des blagues misogynes en disant à la fille avec qui il travaille d'aller lui faire à manger ou d'aller cuisiner le crocodile, on n'est pas en train de dire que c'est une attitude, on rit de ses défauts, on n'est pas en train de les glorifier. Et c'est la même chose encore une fois dans les sitcoms. Dans Friends, il y a un épisode où je sais plus quel personnage est triste que son fils joue à la Barbie. L'idée, c'est pas de dire au spectateur votre fils ne doit pas jouer à la Barbie, c'est au contraire de rire de sa fragilité. Et c'est drôle parce que certains spectateurs peuvent se reconnaître et se dire c'est vrai que moi ça me gênerait que mon fils joue à la Barbie, mais je sais en même temps que c'est pas bien parce que c'est une vision un peu, c'est vrai que c'est un peu fragile, c'est une vision un peu peut-être un peu misogyne. Donc voilà, donc c'est encore une fois toujours cette confusion entre représentation de certains actes et glorification de ces mêmes actes. Oui, tu montres bien le paradoxe ou la contradiction entre finalement une philosophie qui accuse tout le monde et qui voit le mal partout et paradoxalement qui déresponsabilise absolument énormément. Et tu fais effectivement bien le lien avec le rousseauisme, avec cette vision d'un homme naturellement bon qui a été changé par la société. Ça me permet de revenir à ce que tu disais sur la biologie comportementale. Parce que dans ton livre, tu dis bien l'idée sous-jacente du wokisme, c'est que si on enlève tous les stéréotypes, il n'y aura plus de discrimination, il n'y aura plus de différence de sexe, par exemple, genré, de comportement entre les hommes et les femmes. Et cette idée-là, elle montre bien que on a l'idée de la table rase de Pinker, le blank slate dont il parle, et qui se traduit par des quotas complètement délirants, appliqués à peu près à tout et n'importe quoi, qui créent des structures de facto aujourd'hui. Quand tu parles des structures aujourd'hui qui font que les Oscars vont être déterminés, donnés en fonction de structures, on est bien face à une institutionnalisation de ce que tu décris, et c'est peut-être l'aspect le plus préoccupant. On n'est même plus dans une mode, on est dans un nouveau mode de production, ce qui est très différent. Exactement, on peut parler de wokisme systémique, je crois qu'on dit que le racisme systémique, mais c'est plutôt le wokisme. Les Oscars, à partir de 2024, ne récompenseront plus que des films qui incluront des quotas, qui obéiront à des stricts quotas ethniques et identitaires. Donc il faudra tel pourcentage de noirs, tel pourcentage de blancs, donc pas trop de blancs en fait, tel pourcentage de femmes, etc. Donc oui, entièrement d'accord avec vous qu'on institutionnalise ce wokisme et pas que dans la culture d'ailleurs, mais aussi dans l'entreprise. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ont aujourd'hui des quotas même en politique d'ailleurs aussi, des quotas de femmes à 50% de femmes, ou même un peu moins, mais dans la tech par exemple, alors qu'on sait depuis plusieurs années que certains secteurs, notamment intéressent en moyenne, ça reste des moyennes parce que les hommes et les femmes sont des individus, certaines femmes se comportent de manière plus masculine et certains hommes de manière plus féminine entre guillemets, mais en moyenne, certains secteurs attirent plus les hommes que les femmes, donc de fait, mettre en place des quotas dans certains départements comme c'est fait aujourd'hui, c'est obliger les patrons à discriminer positivement, parce qu'à partir du moment où il y a plus de candidats masculins à un métier et qu'on veut atteindre la parité, forcément il faut discriminer positivement des hommes et il faut
abaisser les standards pour les femmes, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément une bonne chose pour les femmes parce que celles qui seront prises dans ces entreprises-là, enfin bon, c'est loin du secteur de la culture, mais celles qui seront prises dans ces entreprises-là pourront être soupçonnées d'être moins compétentes. Donc effectivement, il y a une institutionnalisation du wokisme, de cette vision de l'indifférenciation homme-femme qui est basée sur un déni de la science, un déni des réalités évolutives de l'humain. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Effectivement, bon, aujourd'hui ça crée la discrimination, en particulier pour les gens qui y travaillent. Une des questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la conséquence réelle? Est-ce qu'on change en profondeur la société à travers les œuvres d'art, les séries, l'audiovisuel? En gros, quel est l'effet qu'on peut imaginer de ce qui est une forme de catéchisme institutionnalisé sur la société? Est-ce qu'il est si grand que ça? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une forme de réaction, par exemple, d'ailleurs, d'éloignement d'une partie du public qui se retrouve plus dedans? Je sais pas. C'est vrai que les films woke ne marchent pas très bien depuis quelques années. Mais en même temps, il y a des contre-exemples. Barbie, je ne sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était assez effectivement progressiste. C'est un des films les plus woke que j'ai vu. Après, certains essayent d'en faire un film conservateur anti-woke. J'adhère pas à cette analyse. Barbie a extrêmement bien marché. Donc, y aura-t-il un backlash entre guillemets qui font que les gens vont se détourner des films woke? Je sais pas. Peut-être qu'il y aura moins de films explicitement militants, mais que les critères de pureté woke continueront à être intériorisés par les scénaristes, les producteurs, etc. Et sur l'impact de ces représentations dans le monde réel, je sais pas, mais je pense que quand de plus en plus de films et de séries apprennent aux minorités ethniques, par exemple, que l'Occident est un enfer patriarcal et misogyne, un des résultats les plus robustes en sciences cognitives depuis des années, c'est que le cerveau est une machine à trouver les confirmations des récits auxquels il adhère. Absolument. Donc vous dites aux gens qu'ils vont être discriminés tout le temps, ça active leur biais de confirmation, ça les pousse à conflictualiser des rapports humains qui pourraient parfois être en réalité anodins, ça les mène à voir la réalité sous une grille de lecture dominant. Et ça détériore les rapports entre gens qui ne partagent pas la même couleur de peau. D'ailleurs, aux États-Unis, le wokisme s'accélère, mais les relations entre blancs et noirs se détériorent et étaient bien meilleures au début des années 2000 qu'aujourd'hui. Donc peut-être que le racisme a augmenté à cause de Trump, etc. Mais peut-être aussi que le wokisme, qui est sorti des départements universitaires au début des années 2010 et qui maintenant se déferle dans le monde de la culture, dans le monde de l'entreprise et qui attise le ressentiment identitaire, peut-être qu'il y est pour quelque chose. C'est ça qui est très préoccupant. On a l'impression que cette culture du ressentiment va antagoniser la société, qu'elle a évidemment, et malheureusement, la conséquence exactement inverse, là où elle est censée quand même, en tout cas, elle part de l'idée d'une inclusion. En fait, elle balkanise très, très profondément la société. Elle crée des phénomènes de rejet et d'extrémisation d'un côté, des formes de trumpisme, et puis de l'autre côté, peut-être des formes aussi d'indifférence ou de volonté de se couper pour éviter la conflictualité. On voit pas pour l'instant encore vraiment dans les productions audiovisuelles la segmentation, la balkanisation qu'on pourrait attendre. Est-ce qu'elle va arriver un jour? On sait qu'il y a eu une sorte de retour en arrière de Disney qui était allé assez loin dans le progressisme et qui a eu des résultats terribles et du coup qui est revenu en arrière. Mais pour l'instant, ça paraît assez d'un bloc. On a l'impression il n'y a pas de réaction tellement visible ou de balkanisation dans les productions audiovisuelles. On n'a pas l'impression. Aux États-Unis, il y a des conservateurs qui essayent de lancer leur société de production, etc. Mais c'est pas avec grand succès. Et par ailleurs, moi, je pense que la réponse à l'art woke, ça doit pas être de faire de l'art de droite, ça doit être de faire de l'art libre, qui a pour but de divertir et pas de rééduquer les spectateurs. Donc y a-t-il une balkanisation de l'art? Je sais pas. Je pense quand même que si on prend le début des années 2010, certaines grandes séries unissaient les Occidentaux derrière des références partagées. Game of Thrones, bon, il faudrait voir les statistiques, mais Game of Thrones, dans mon entourage, presque tout le monde regardait. Aujourd'hui, il y a peu de séries,
Il reste des séries bien, mais il n'y a pas vraiment les 3-4 dernières années, j'ai du mal à citer une série que vraiment, où dans mon entourage, tout le monde avait hâte de la sortie du prochain épisode, où tout le monde peut en parler. Donc je pense qu'il y a quand même une balkanisation, ce qui n'est pas très surprenant si les séries se mettent quand les séries sont politisées, forcément, ceux qui ne sont pas d'accord avec les messages ont du mal à la regarder. Si elles visent certaines niches identitaires, ceux qui n'appartiennent pas à cette niche identitaire ne peuvent pas la regarder. Et dans ces conditions-là, la culture ne peut pas jouer son rôle de ciment civilisationnel en quelque sorte. Et même d'ailleurs les statistiques il y a 30-40 ans, les Oscars aux États-Unis, 50-60 millions de personnes les regardaient. Aujourd'hui, on est entre 10 et 15. Donc les chiffres sont quand même assez. Bon, mais évidemment, il n'y a pas que le wokisme. Il y a aussi les plateformes, il y a aussi ce dont vous parlez dans votre livre, c'est que maintenant, on a aussi d'autres formes de divertissement plus bas de gamme. Donc je pense qu'il y a quand même une balkanisation et qu'elle va s'accélérer. Oui, il y a des formes de chapelle en fait quand même autour des contenus. Dans les années 50, Hollywood avait gagné, c'était diffusé dans le monde parce qu'ils avaient une sorte d'aura culturelle qui faisait que tout le monde regardait vers eux. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce qu'Hollywood est toujours capable d'imposer une forme de soft power, d'imposition culturelle, ou est-ce que de plus en plus ça ne devient pas une sorte de bulletin paroissial en fait, d'une paroisse qui serait de plus en plus réduite? Normalement, ça devrait se traduire dans les audiences. Il y a quand même des films qui continuent aujourd'hui à être de portée mondiale. On a l'impression que peut-être il y en a moins qu'avant, c'est possible aussi. D'ailleurs, si on regarde les films, il y a beaucoup de reprises, beaucoup de trucs d'action, évidemment, qui du coup sont moins engageants peut-être de ce point de vue-là. Je sais pas. C'est vrai que il y a encore des choses qui marchent, mais en même temps, quand vous regardez les sorties Disney, La Petite Sirène, Blanche-Neige, etc., ça fait plus rêver grand monde. Ça a des très faibles succès populaires. Il y a une chose intéressante, c'est aux États-Unis, depuis quelques années, il y a plus que jamais un écart entre la note sur Rotten Tomatoes, c'est un site de critique, la note des critiques et la note des spectateurs. Parce que les critiques de cinéma penchent majoritairement à gauche, pour des raisons sociologiques que je ne saurais expliquer. Alors que les spectateurs reflètent ne penchent pas à gauche. Donc les spectateurs ne mettent pas des bonnes notes. Par contre, les critiques de cinéma, parce qu'ils adhèrent au message et parce qu'ils sont contents que les films intègrent ces injonctions idéologiques, mettent des bonnes notes. Et donc effectivement, c'est dur à dire parce que il y a une forme il y a peut-être une forme de déni de l'industrie du cinéma sur la qualité des produits surtout aux États-Unis, sur la qualité des produits des contenus qu'elle a produits ces dernières années. Je sais pas, je pense qu'il faut attendre de voir, mais bon, Barbie c'est un bon contre-exemple. On peut penser à 50 Shades of Grey qui pour le coup est complètement dans les stéréotypes des rapports hors-femmes, hommes-femmes dominés, soumis, etc. Et immense succès évidemment qui du point de vue de la critique, même avant sous sa forme de livre, parce que c'était un livre d'abord, évidemment était vu comme étant de la sous-narration sans intérêt. Alors vous avez dit quelque chose de très intéressant, finalement conservateurs et woke se rejoignent dans leur même vision de l'art, un art qui doit être au service d'eux. Peut-être comme autrefois, jusqu'au XVIIIe siècle, l'art était là pour servir la religion dominante, donc il devait ne montrer que certains messages de certaines façons pour être au service de quelque chose. Cette libération de l'art, elle prend fin en fait avec une vision du wokisme qui est pas loin c'est l'art dégénéré nazi, mais dans l'autre sens, il faut s'opposer à tout ce qui n'est pas la perfection, l'exactitude du message et la pureté du message woke. Oui, c'est vrai que dans le passé, c'était plutôt plus maintenant, je pense pas que maintenant les conservateurs veulent imposer une forme de wokisme inversé à l'art, mais dans le passé, effectivement, c'était les conservateurs un peu puritains qui voulaient majoritairement censurer l'art. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus dire qu'on ne peut pas critiquer. Moi ce que je refuse, c'est que certains puissent imposer leur vision subjective de la morale et obliger tout le monde à s'y conformer. Mais je pense qu'on peut néanmoins critiquer des œuvres pour des raisons morales. Par exemple, moi, il y a tout un chapitre de mon livre où je dis que une des grosses tendances ces dernières années à Hollywood, c'est la misandrie. Et pourtant, il y a des films misandres qui sont objectivement des bons films. Par exemple, La Nuit du 12. Je ne sais pas s'il il a été primé au César en 2022. C'est un film, une enquête policière à la suite du meurtre d'une jeune femme. Et la morale du film, c'est que
on saura jamais qui a tué cette jeune femme parce que tous les hommes auraient pu la tuer. On veut bien nous montrer de manière appuyée que tous les suspects sont violents, sans empathie, narcissiques, jaloux, n'ont aucune peine pour la victime. À la fin du film, il y a une policière qui explique que la raison pour laquelle c'est une policière donc issue de la diversité, qui explique que la raison pour laquelle peu d'enquêtes sont résolues, c'est que ceux qui tuent sont des hommes, mais ceux qui enquêtent aussi. Ceux qui enquêtent sont aussi des hommes, et donc, l'implicite là-dedans, c'est qu'il y aurait une sorte de complaisance des hommes envers les assassins de femmes au nom d'une sorte de patriotisme sexuel. Moi, je trouve ce genre de film assez dégoûtant. D'ailleurs, il suffit d'imaginer ce genre de film appliqué à n'importe quel autre groupe humain que les hommes. Mais pourtant, c'est un bon film, objectivement. Mais je le critique pour des raisons morales, sans lui dénier le droit d'exister à ce film. Et donc, je pense que le combat, c'est le combat pour que personne n'ait le droit d'imposer par des règles obligatoires, par de la pression sociale, etc., sa vision morale aux autres. Mais il faut continuer à accepter qu'on puisse débattre sur des critères moraux et opposer certaines valeurs à d'autres, et dire que la morale woke n'est pas une bonne morale, et que peut-être qu'il y a une meilleure morale qui, si elle prévalait sans toutefois devenir obligatoire, serait préférable. Oui, tu poses la question du paradoxe libéral par excellence. Le libéral veut que toutes les positions puissent et le droit de s'exprimer, et l'antilibéral, lui, se raconte ce pluralisme et voudra imposer une sorte d'unicité des expressions. Mais le libéralisme, contrairement à la caricature qu'en font certains, selon moi, c'est pas non plus un relativisme. C'est pas un relativisme de la vérité. C'est l'idée que si on confronte certaines opinions, la meilleure opinion avec le marché libre des idées ressortira. Et on peut dire la même chose pour la morale. Et moi, c'est ce que je m'emploie à faire dans le livre, c'est critiquer la morale woke, non pas pour imposer la mienne, mais pour espérer que la mienne... Et droit de citer. La mienne est droit de citer, et puis peut-être prévale. Et je pense pas qu'il faut qu'il faille non plus faire des films amoraux. D'ailleurs, il y a un chercheur que je cite qui s'appelle Jonathan Gottschall, qui montre que depuis 2000 ans, en fait, les histoires qui plaisent le plus, même quand elles sont violentes, c'est des histoires morales. Parce que le héros est toujours récompensé pour ses transformations positives. Parce que parfois, c'est le mal qui triomphe. Mais quand le mal triomphe, il triomphe en tant que mal. Donc, il n'y a pas un brouillage des frontières entre bien et mal. Et même récemment, des séries centrées sur des anti-héros comme Les Sopranos, Breaking Bad, etc. Il y a quand même un conflit entre le bien et le mal. Simplement, c'est pas certains personnages qui incarnent le bien, d'autres le mal. C'est le bien et le mal est situé dans le cœur même d'un personnage, et il doit combattre ses démons intérieurs, et parfois c'est le mal en lui qui triomphe, par exemple dans Breaking Bad. Mais encore une fois, il triomphe en tant que mal, et ça reste des œuvres morales au sens où elles ne glorifient pas le vice, elles ne glorifient pas le mal. Donc c'est ça aussi. Ça, c'est aussi une chose que les woke et peut-être d'autres ne comprennent pas, c'est que quand on dire que le cinéma ne doit pas être au service de la morale, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que des films moraux soient produits et remportent un succès. Et peut-être qu'on pense que si le cinéma est libre, ce sera les œuvres qui porteront un message moral positif, qui plairont le plus et qui s'imposeront. Samuel Fitoussi, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci.